de vous revoir, mais cette fois-ci dans une posture différente. Je vous ai tous croisés individuellement. Et mon intention, c'était de retenir vos noms parce que j'ai choisi de porter mon attention à chacun des individus qui composent ce groupe-là ce soir. Fait que je suis vraiment contente de passer la soirée avec vous. Ça a été un défi pour moi de structurer ma pensée pour être capable d'organiser quelque chose qui se tenait en lien avec tout ce que Gaëlle vient de dépeindre, et ça en 25 minutes. Hein? Fait que l'introduction va se terminer là. Ah, pas de temps à perdre. Ah ouais, au père! Tous nés pour apprendre. Tous nés pour apprendre. Je suis apprenante, point. Et moi, vous le dire, ce petit minou-là qui est mon fionneux, il me fait apprendre beaucoup de choses dans la vie. C'est mon meilleur prof en ce moment. Vraiment. Puis je veux vous dire que vous autres aussi, vous êtes des apprenants. Puis des fois, ça vient secouer parce qu'on se dit qu'à l'âge adulte, on a arrêté d'apprendre à un moment donné. Mais je vous confirme que vous êtes encore tous apprenants. Puis parce que je veux que vous l'intégriez davantage, je vous mets tout de suite en action. Vous allez vous tourner vers la personne qui est à côté de vous et vous allez avoir 30 secondes pour nommer 3 choses. Vous allez lui dire « Bonjour, je m'appelle » avec votre prénom. La deuxième chose, vous allez ajouter « Je suis apprenant » ou « apprenante ». Conjuguez-vous comme vous voulez. Puis la troisième partie, c'est que vous allez dire « Et je suis ici pour cette raison-là ». Précisez pour quelle raison vous êtes là. Donc, 30 secondes, on se retourne vers la partenaire. « Bonjour, je m'appelle, je suis apprenant et je suis ici pour. » C'est parti. Allez-y. Yeah! Extraordinaire! C'était magnifique de voir toutes les réactions non verbales. C'était vraiment extraordinaire de voir toutes les réactions non verbales des gens. Il y a eu des moments de malaise, il y a eu des « OK, c'est un peu ridicule, elle nous demande de faire ça. Nous, on se connaît déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On se serre-tu la main ou je suis apprenante? » C'est un peu robotique. T'sais. Ça a vraiment été très beau de comportement humain, très similaire au final. Puis je vous le dis, vous riez parce que vous vous reconnaissez quand même, hein? On a tous un point en commun, puis c'est ça, ce point en commun-là qu'on a. On a tous un cerveau et c'est ce qui fait en sorte qu'on est tous des apprenants. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des régularités. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que la recherche nous montre de plus en plus qu'est-ce qui est fondamentalement là et qui fait fonctionner cette machine-là, nonobstant le contexte dans lequel il se trouve. Alors aujourd'hui, on va voir c'est quoi apprendre, on va voir c'est quoi les facteurs qui font en sorte qu'on apprend, puis on va voir comment ces facteurs-là, dans le contexte actuel, viennent s'actualiser. Gros plan de match, on y va. C'est quoi apprendre? C'est intégrer, assimiler, incorporer, non pas de la farine, mais bien des données qui viennent de l'extérieur, à quelque chose qui existe déjà à l'intérieur de nous. C'est des nouvelles informations qu'on vient additionner. Quand on regarde les behavioristes, ils vont nous dire « apprendre, c'est changer son comportement ». OK, c'est une forme d'apprentissage. Les cognitivistes vont dire apprendre, c'est changer le contenu de sa mémoire. Dans un cas comme dans l'autre, c'est des éléments de l'extérieur qui viennent s'ajouter à ce qu'il y a à l'intérieur de mon cerveau. Tandis que les neuroscientifiques vont nous dire apprendre, c'est pas juste changer un comportement, c'est pas juste changer les informations qu'il y a dans ma tête, c'est aussi changer comment mon cerveau fonctionne, comment les connexions se font à l'intérieur de mon cerveau. Donc, apprendre, est-ce que c'est A, B, C, D ou E? Regardez les choix de réponse. Toutes ces réponses, déjà, vous voulez être délinquant, je vous adore. Cette délinquance créative-là, on veut aller la chercher. Si le choix de réponse n'existe pas, on le crée. C'est ça, maintenant. Ce n'est pas de fitter dans la boîte, de choisir la bonne réponse qui est recherchée par la madame en avant, mais bien de créer le sens qui nous apparaît le plus logique. Donc, apprendre, c'est vraiment imiter. On a tous appris par imitation et on apprend encore par imitation. Dans l'avion, personne à côté, une à côté de l'autre, le petit bordereau d'immigration à remplir avant d'arriver dans un pays, là. Oh! Vous vous êtes vu checker celui-là? Donc, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive dans cette petite partie-là? Ça s'appelait « tricher avant ». Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est une manière d'apprendre l'imitation, de s'inspirer de l'autre parce que l'autre a une connaissance que moi, je peux aller chercher. Apprendre, c'est réfléchir. Nécessairement, si je veux changer comment ça fonctionne là-dedans, il faut que je réfléchisse. Apprendre, c'est s'adapter. Une nouvelle situation. Ah,
je ne peux plus avancer dans la vie. Que vais-je devenir? Si je ne fais pas d'apprentissage devant cette difficulté-là, c'est terminé, là, je n'avancerai plus. Donc, nécessairement, c'est s'adapter, apprendre. Apprendre, c'est une nécessité. Et apprendre, ça peut aussi être un plaisir, sachant que notre corps va sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir, chaque fois qu'on constate qu'on a fait un apprentissage. Fait que si je me rends compte que j'apprends, je vais me triper dessus, puis je vais sécréter de la dopamine, et là, je vais être heureuse. Fait qu'apprendre peut rendre heureux, peut nous donner le goût d'apprendre. C'est autosuffisant, ce cercle-là. C'est vraiment magnifique. Première chose que je veux qu'on fasse ensemble, c'est pour ça le petit papier que je vous ai donné. On va voir comment votre cerveau fonctionne pour que vous puissiez après ça dire « OK, ça a de l'allure ce qu'elle nous dit ». On va faire un premier essai, je vais vous donner 10 secondes pour mémoriser le plus de lettres qui se cachent derrière le rectangle du premier essai. Quand je vais avoir terminé les 10 secondes, le premier essai va se recacher. Je ne vous dis rien. Vous écrivez toutes les lettres que vous avez retenues sur votre petit post-it. C'est bon? Je vais dévoiler le premier essai. Vous allez retenir le plus de lettres possible sans écrire. Avec votre tête. Oui, je vais me tasser. Bon, il manque un crayon, là, ici. Mon Dieu, vous prenez ça au sérieux. Quand je vais recacher les lettres, là, vous allez prendre votre crayon, vous allez écrire toutes celles dont vous vous souvenez sur votre post-it. Moi, je ne vais rien dire. Parce que je veux que votre cerveau puisse utiliser ce qu'il y a emmagasiné. C'est parti. 10 secondes. OK. Extraordinaire. On le fait pour le deuxième essai. Moi, je trouve ça beau aussi dans votre non-verbal. Des fois, vous faites comme... Quelques-uns. Deuxième essai, même chose, 10 secondes. Après 10 secondes, je mettais, vous écrivez toutes les lettres dont vous vous souvenez, c'est parti. Qui pense qu'il y a un meilleur score pour le deuxième essai? Qui le savait déjà au moment où j'ai découvert les lettres du deuxième essai qu'il allait avoir un meilleur score? Qui a besoin d'y corriger pour se calculer? Oups! Voyons. Et là là! On dirait qu'on est pogné dans une boucle sans fin. On est pris dans ça. On s'adapte et on va chercher la suite qui est juste ici. C'est notre corriger, parce qu'il y en a qui vont avoir besoin d'aller voir combien j'en ai retenu, puis de se mettre une petite note. Mais ce que moi, je veux exposer ici, c'est que notre cerveau fonctionne de manière complètement inconsciente par association d'informations. Fait qu'une chose qui ne va jamais changer, c'est que mon cerveau va retenir davantage l'information s'il est capable d'aller l'imprimer sur un fond qui existe déjà. Je vous donne une information, vous allez tout de suite essayer d'aller l'accrocher à quelque chose que vous connaissez déjà. Ah oui, c'est comme... Vous entendez-vous dire ça quelquefois? Première chose qui ne changera pas, on va fonctionner par association, sans qu'on s'en rende compte. C'est de manière très... Bon, ça va très bien. On ne sait pas pourquoi ça fait ça. Bon. Alors, puisque nous fonctionnons par association, pour moi, c'est super important que ce qu'on voit ce soir, ça puisse s'installer quelque part dans votre cerveau qui existe déjà. Fait que ce quelque part dans votre cerveau qui existe déjà, ça va être un apprentissage que vous avez déjà fait en profondeur. Là, je veux que vous preniez un temps dans votre tête puis que vous disiez « Ça, moi, dans la vie, les gens m'appellent pour ça, tellement je suis hot. Ça, je le sais que je le maîtrise vraiment. Cet apprentissage-là, je le sais que vous avez travaillé tellement fort que maintenant, c'est devenu un réflexe, je pourrais faire ça facilement. » Identifiez un de ces apprentissages-là que vous avez fait dans votre vie. Prenez-en juste un.
Mettez votre attention sur cet apprentissage-là. Et tout ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, vous allez essayer de l'associer à votre expérience d'apprentissage pour que ça crée un sens plus grand. C'est bon? Vous avez tout un apprentissage en tête? OK, il y en a deux qui non. C'est extraordinaire, c'est suffisant pour qu'on continue. Ça, c'est du subjonctif. OK? Là, vous venez de réfléchir à ce à quoi vous êtes capable, dans quoi vous êtes bon. Ce ne sera pas long, on va trouver la bonne formulation. Vous venez de réfléchir à ce dans quoi vous êtes bon. Moi, je vous pose la question maintenant, comment on devient bon dans un domaine? Comment vous êtes devenu bon dans l'apprentissage que vous avez en tête? Sans doute qu'il y a une partie de l'explication qui repose sur le fait que vous avez, pendant un temps, porté votre attention sur cet apprentissage-là. Vous avez dédié une partie de votre attention sur cet apprentissage-là. J'ai un de mes amis qui est devenu maraîcher biologique. On va vous le dire, là, à un moment donné, on était tanné de l'entendre parler de ça, là. C'est pas vrai, on l'accueillait là-dedans. Mais il a vraiment focalisé son attention longtemps sur cet élément-là pour être capable de développer son expertise. Alexandre Despatie, là, je l'ai pris de dos parce que c'est la plus récente photo, dernière fois qu'on s'est vus. Un athlète de haut niveau va avoir vraiment mis son attention très longtemps sur le même objet pour développer son expertise. Quelqu'un qui est extraordinaire à Fortnite va avoir fait la même chose, va avoir mis son attention longtemps sur un même objet. Donc, choisir sur quoi on porte notre attention est gage d'apprentissage. Fait que quand je porte mon attention sur 42 000 affaires en même temps, il y a des bonnes chances que j'apprenne toujours en surface et jamais en profondeur. Et l'apprentissage dont on parle aujourd'hui, c'est un apprentissage en profondeur. Deuxième facteur, là, je vais vous l'étamper, là. La première chose qu'on a vue, c'est l'attention. Mettre son attention sur quelque chose, soit parce que c'est une nécessité, soit parce que c'est un choix appréciatif. L'autre élément, c'est l'engagement actif. Un organisme passif, une passivité dedans la tête, ne peut pas apprendre. Ça prend de la curiosité pour apprendre en profondeur. Ça prend l'engagement de formuler des hypothèses puis de dire « Ah ouais, mais là, attends une minute, ça, si ça fonctionne dans le même, ça veut dire que si je tape ici, ça va peut-être donner ça. » Et de taponner, de bisouner. Il faut que je m'engage activement pour être capable de faire un apprentissage. Si je ne m'engage pas, pas d'apprentissage. Si je pense que ça va venir de l'extérieur, pas d'apprentissage, je suis passif. Allez, donnez-moi de la connaissance. C'est sûr que je n'apprends pas. Il faut que je sois actif cognitivement. Puis pour être actif comme ça, ce qu'on va faire... Ah, il y a des référents culturels qui sont bons pour tout le monde. Ça me fait du bien. Des fois, les gens n'ont pas l'âge. Merci d'être dans la même tranche que moi. J'aime ça que le point de repère soit bon. J'ai bien visé, tu sais. Mon cerveau vient de sécréter de la dopamine parce que je me rends compte que ce que j'ai fait, eh bien, vous me faites un reflet, c'est extraordinaire. Vous êtes en train d'être des coachs pour moi. Vous êtes en train d'être des éléments qui rendent visible qu'est-ce que j'ai bien réussi à faire en riant de ma diapositive. C'est nécessaire dans l'engagement actif, si je veux continuer à être engagé, d'avoir des stimuli extérieurs, de la rétroaction. Quelqu'un qui va venir me dire « Hey, bonne job. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ta foulée est vraiment plus maîtrisée que la dernière fois que je suis venue te voir courir. Pour vrai, là, c'est majeur ton changement. Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Ah ouais, OK, je n'avais pas vu que je m'étais améliorée à ce point-là. C'est extraordinaire. J'ai le goût de continuer à m'améliorer. Je vais plus en profondeur dans mon apprentissage. C'est vrai? C'est très vrai. Hein? Voilà. Donc, le fait d'être coaché, qu'on nous fasse des retours sur nos erreurs, qu'on rende notre progression visible, qu'on nous fasse du renforcement, nous amène à vouloir toujours aller plus en profondeur et à dépasser des limites qu'on ne pensait pas possibles au départ. L'engagement actif, c'est d'aller de plus en plus en profondeur dans nos apprentissages. Si on y va sur le plan théorique, là, ça peut ressembler à ça. En surface, des connaissances. « Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Qu'est-ce que tu en sais? » Ben, ça existe. Niveau de la connaissance. Une règle de participe passé, je suis capable de la dire. Je suis capable de l'utiliser dans un texte? Non. Niveau de la connaissance. Je peux développer des habiletés avec ces connaissances-là, les utiliser en contexte. La règle du participe passé, c'en est un excellent exemple. Mais je pourrais aussi être capable de vous parler d'une foulée en course, mais de jamais avoir développé l'habileté d'en faire des foulées de course. Bon, même si j'ai l'air d'une marathonienne accomplie, là. Donc, je peux avoir ma connaissance, développer des habiletés avec cette connaissance-là, puis quand je développe une habileté, je peux même acquérir un degré encore plus profond qui est capable de l'expliquer. Comment je décortique ma foulée?
comment je peux te montrer à toi comment la faire aussi bien que moi je la fais. Donc, arriver à l'expliquer, à le justifier, c'est un autre degré d'intensité de connaissance. Et même si je suis capable de connaître des choses, de développer des habiletés puis de les comprendre, ça ne veut pas dire que je vais être capable de les utiliser dans un autre contexte si je ne me force pas à aller le vivre dans un autre contexte. Quelqu'un qui fait un Ironman, quelqu'un qui fait un marathon, quelqu'un qui fait un demi-Ironman, ce n'est pas le même contexte, c'est pas dans le même... si je le fais à Mont-Tremblant ou si je le fais en France, pas du tout le même contexte. Est-ce que je suis capable, dans différents contextes, d'utiliser ce que j'ai appris? Plus ça va être en profondeur, plus je vais être capable de l'utiliser. L'engagement actif me permet d'aller vraiment très loin dans mes apprentissages. J'ai mis Mario Bros et Luigi ici avant que vous me le demandiez parce que les jeux vidéo, ça pogne dans la vie parce que ça donne de la rétroaction. Puis j'ai le droit de me reprendre, souvent. Fait que plus je me reprends, plus je suis capable de développer en profondeur au fur et à mesure. Et ça nous amène au troisième principe qui est la répétition. La répétition dans la vie nous permet d'apprendre plus en profondeur. Quelque chose que je fais une fois, comme changer l'huile de ma tondeuse. En écoutant YouTube, j'ai été capable de changer l'huile de ma tondeuse. C'est un apprentissage pour lequel j'ai focalisé mon attention parce que c'était une nécessité. Elle tondait plus mon gazon. Puis ça ne rentrait pas dans ma voiture. Fait que j'ai focalisé mon attention là-dessus. Je suis allée voir sur YouTube. J'avais un coach qui est venu m'aider. Je me suis engagée activement dans la tâche. J'ai réussi à la faire, mais moi, te dire, je ne le répéterai pas. Ça veut donc dire que je n'atteindrai jamais un apprentissage en profondeur énormément. Mais plus on va répéter, plus le chemin ici va se tracer. Je regardais sur le bord de la rue, chez nous, il y a un sentier qui n'existait pas quand j'ai acheté la maison. Pourquoi il existe? Parce qu'il y a des gens qui sont passés, qui sont repassés, qui sont repassés. Fait que là, moi, je pourrais y aller facilement talons hauts. Alors qu'à l'époque, il y avait tellement de verdure, de branchage, que je ne pouvais pas passer sur ce chemin-là. Donc, la répétition fait en sorte que dans notre tête, on défriche le chemin la première fois, la deuxième fois plus facile, la troisième fois plus facile. Si pendant 10 ans encore, il n'y a pas personne qui passe sur ce chemin-là à côté de chez nous, le travail va être à refaire. C'est la même chose dans notre cerveau. S'il y a une connaissance que j'ai ou une habileté que j'ai, que je ne prends pas le temps de réactualiser, de refaire souvent, terminé, je vais être obligée de la réapprendre. Fait que la répétition sur le temps espacé, c'est nécessaire aussi. Et le fait de répéter certaines actions va nous amener à développer des automatismes. Puis ça, les automatismes, c'est extraordinaire parce que ça permet de libérer la mémoire de travail puis d'avoir d'autres informations à gérer. OK, next apprentissage. J'ai de la place, amenez-en. Je conduis manuel, pas faire ma fraîche. Je conduis manuel. Moi, te dire, au début, là, parlez-moi pas, sacrez-moi patience. Je dois absolument trouver mon point de friction en relâchant ma pédale d'embrayage. Mon bras de vitesse, je veux l'embrayer maintenant. Côte des Neiges. Dans un gros canyon. Tu sais, là, je suis capable. Donc, je suis capable de transférer mon apprentissage dans un autre contexte complètement et de me débrouiller. Je suis certaine qu'on me donnerait un tracteur, je me débrouillerais, là. C'est pas des farces. Fait que cet apprentissage-là est devenu automatique. Fait que quand je suis en voiture, vous pouvez me parler du taux de change de la Banque centrale européenne. Je suis très disponible pour ça. Donc, ça prend du temps pour développer des automatismes et les automatismes nous mettent dans la tête des espaces de plus pour traiter de la nouvelle information. OK. Donc, on a tous un cerveau qui fonctionne grâce à ces 5 éléments-là. Vous aviez pensé à un apprentissage tantôt. Est-ce que c'est vrai que cet apprentissage-là que vous avez fait, c'est parce que vous avez choisi de porter votre attention sur cet apprentissage-là? Est-ce que c'est vrai que l'apprentissage que vous avez fait, vous avez choisi de vous y engager, de vraiment vous questionner, d'être curieux par rapport à ça, de pousser plus loin votre réflexion, d'engager un coach qui va donner la rétroaction pour être capable d'aller plus loin? Est-ce que c'est vrai que dans cet apprentissage-là, vous avez été obligé de répéter souvent avant de devenir vraiment hot? Est-ce que c'est vrai que dans cet apprentissage-là, vous avez finalement développé des automatismes qui vous amènent à avoir un degré d'aisance beaucoup plus grand? Votre non-verbal me parle aussi. C'est ce qu'il dit. OK? Fait que ça, si on est tous ici avec une expérience de vie différente, mais qu'on a tous un cerveau, ça ne changera pas, peu importe le contexte dans lequel on est. Ce qui est extraordinaire, c'est que la science nous dit que notre cerveau peut apprendre toute la vie. Parce que les connexions vont se faire dans notre tête toute notre vie. Il est plastique, notre cerveau. Il se modifie
en cours de route. Fait que quand on est découragé, qu'on se dit « je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais », c'est faux. Quand bien même que tu essaies de te le dire, c'est faux. Ton cerveau, il est capable de le faire si on met en place tout ce qu'on a vu précédemment. Sachant ça, on ne sera pas surpris de savoir qu'on a toujours appris. Il y a eu des changements dans l'histoire. On n'est pas dans la seule ère de changement. Là. À un moment donné, le feu est apparu dans l'histoire de l'humanité. Il a fallu qu'on s'adapte. Ça a généré des adaptations. On a fait des apprentissages à cause de ce changement-là. Quelques années, 3-4 ans plus tard, je pense. L'électricité est arrivée. Ça nous a permis de faire d'autres apprentissages. On s'est adapté à une nouvelle réalité. On a créé des nouvelles choses grâce à cette nouvelle réalité-là. Un peu plus tard, l'électronique est venue s'installer dans notre portrait de vie. On a fait des adaptations, on a fait des apprentissages, on a créé des nouvelles choses. Et là, aujourd'hui, le paysage, c'est le numérique. C'est juste ça. Juste ça. Tout ça. Tu sais, tantôt on parlait de 2-3 ans là, entre chacun des changements. Bon, rajouter quelques zéros. Ici, on va parler de quelques secondes entre les changements. Et c'est ce qui vient changer le paysage. Ce qui vient changer, j'aime beaucoup Louise Merzeau, ce qu'elle dit, c'est qu'on va changer tout le concept de relation de proximité. La Chine est aussi proche que Québec en ce moment. Je peux rejoindre une amie qui est en Chine à la même vitesse que je vais rejoindre une amie qui est à Québec. Ça vient de changer ce rapport-là. Un rapport de hiérarchie, le savoir est accessible pour tout le monde. Même les thèses de doctorat, ils sont accessibles sur Internet. Fait que j'ai accès au savoir, ce n'est plus de l'élitisme. Il n'y a plus personne qui va mettre un livre à l'index parce que je n'ai pas le droit de le lire, ça n'appartient pas au monde du commun des mortels. On a accès à tout. Les changements d'échelle, la vitesse à laquelle les choses vont, c'est incroyable. Les nouvelles données à tous les jours, à toutes les secondes. Puis une nouvelle perspective qu'on n'envisageait pas il n'y a pas si longtemps. C'est ce qui vient de changer. Pas juste le feu, c'est tout le paysage, comme celui qu'on vient de se décrire. Puis ça fait en sorte que les changements, mettons là, la mise à jour de Apple, là, cellulaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai des amis qui ont acheté ces bébelles-là. Puis, quand il y a une nouvelle mise à jour, je les vois sur les réseaux sociaux qui pognent les nerfs. Voyons! Pas capable, je suis le seul à avoir des difficultés avec ma nouvelle mise à jour. Fait que là, on est en réaction devant l'environnement. Je suis en train de réagir en disant, ça y est, Apple a fait un complot contre moi. Il veut que je passe ma soirée à essayer de me réapproprier le contenu de ce cellulaire-là. Ben non! L'idée, c'est que devant des changements aussi rapides, on n'a pas le temps de se braquer contre tout. Je ne peux pas adopter un état d'esprit où j'ai l'impression que la situation est en train de se revirer contre moi. Il faut que je deal avec la situation. Il faut que je réussisse à faire avec, avoir un état d'esprit de croissance. C'est une théorie de Carol Dweck qui a regardé ce qui se passait dans le cerveau d'une personne qui est en réaction négative, donc dans un état d'esprit fixiste, de dire « Ouf, non, là, la mise à jour, c'est n'importe quoi, ça allait bien mieux avant, c'était bien mieux comme on faisait dans notre temps. Là, c'est une perte de temps. Là, tout le monde écrit tout croche. » Cet état d'esprit-là, que nous, on n'a jamais, fait en sorte que notre cerveau est tellement occupé à focaliser son attention sur ce qui ne va pas, qu'il n'est pas en train de creuser dans un apprentissage actif pour aller chercher des nouvelles connexions pour créer autre chose dans son cerveau. Tandis que si je suis dans un état d'esprit de développement puis que je me dis, bon, OK, on a une nouvelle mise à jour, ça ne fait pas mon affaire, je suis en réaction, on va me calmer en réaction. Good. Maintenant, je sais que je suis capable de trouver des solutions. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une mise à jour. J'ai été capable de me débrouiller toutes les autres fois d'avant. On va m'arranger cette fois-ci. Tu n'as pas une bisoune de compétences du 21e siècle. Taponner, bisouner. On va trouver le chemin. On le sait. Essai-erreur, répétition. On va réussir à le faire parce que je décide de mettre mon attention sur le fait que je vais réussir à le faire et non pas sur le fait que tout le monde est contre moi, on me place dans une situation pas le fun. État d'esprit va venir influencer notre manière de négocier avec l'environnement. Puis la première chose à faire, c'est de focaliser notre attention sur cet environnement-là. Qu'est-ce qui l'a changé dans nos réactions? Qu'est-ce qui l'a changé dans mon quotidien? Si je prends conscience de ce qui se passe, je peux focaliser mon attention sur ces éléments-là. Sinon, c'est inconscient. Ça se passe autour, puis là, on est pris dans un tourbillon, puis je ne sais pas d'où vient le tourbillon, comment ça se fait que je t'ai soufflé, comment ça se fait que j'y arrive jamais. C'est quoi les éléments qui viennent créer ce tourbillon-là? Et là, je peux focaliser mon attention sur ces éléments-là. Donc, apprendre autrement au 21e siècle, sachant que tout va très vite, c'est quoi? Selon Serge Danane, c'est
créer le désir du questionnement et non apporter des réponses uniques. Dis-moi comment ça fonctionne. Bien là, je peux te dire comment moi je l'utilise, là, mais toi, je ne sais pas comment tu vas l'utiliser. Donc, on n'est plus dans la réponse unique. On ne peut pas être dans la réponse unique et je ne peux pas dépendre de quelqu'un qui a fait de l'apprentissage avant moi, étant donné que ça va tellement vite qu'il n'y a pas personne qui peut avoir tout fait ces apprentissages-là pour moi avant moi. Je ne peux pas être passif et recevoir cet apprentissage-là. Il faut que je le fasse. Donc, si je me questionne, ça me permet de déterminer à quel moment j'ai besoin d'une information, laquelle information, comment je peux la trouver, l'évaluer puis l'utiliser, cette information-là. Donc, je vais mettre mon attention sur l'idée de développer le réflexe de trouver de l'information, celle dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Compétences informationnelles, c'est ça les mots de la recherche. Apprendre autrement, désirer, questionner, c'est apprendre à apprendre. Comment j'apprends, moi? Moi, on ne m'a jamais posé la question là, quand j'étais à l'école. On m'a dit, voici ce que tu dois faire et c'est comme ça que tu vas apprendre. Mais moi, je ne sais pas comment j'apprends. Bien, maintenant, oui. Mais je ne savais pas comment j'apprenais. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien pour moi? Quand la nouvelle mise à jour de mon cellulaire va arriver, là, comment je vais réagir? J'ai pogné les nerfs toutes les fois d'avant. Comment je vais réagir cette fois-ci? Est-ce que je pourrais changer ma manière de réagir? Si je suis consciente de ça, je peux avoir un impact sur le changement de mon attitude. Et la troisième chose qu'on va vouloir aller questionner, c'est, Karine en a parlé un petit peu tantôt, avec les projets qui nous ont exposés. Comment je peux, dans ce monde-là qui bouge, avec les problématiques qui surviennent, devenir un chercheur de problèmes puis un créateur de solutions, plutôt que d'attendre que le problème arrive, parce qu'il y en a à vitesse grand V des problèmes. Fait que quel lien je peux faire? Chercher un problème puis devenir créateur de solutions tout le temps parce que je m'inscris dans quelque chose de beaucoup plus large que mon seul apprentissage à moi. Donc, la responsabilisation dans ce monde-là où les perspectives sont éclatées. La curiosité, l'apprentissage, les essais, les ajustements. On a des beaux exemples de ça en ce moment dans le monde là, de responsabilisation dans l'apprentissage. On n'en parlera pas parce que c'est le temps qui file, mais vous connaissez ces deux figures-là. Vous les connaissez pour X, Y raison. Sachez qu'ils sont des apprenants à vie parce qu'ils vont cueillir l'information. Ils décident de se mettre en action par rapport à l'information qu'ils reçoivent, de désapprendre des trucs qu'ils savaient, qu'ils avaient appris avant, puis de les réinvestir différemment pour s'engager sur le plan social puis faire des changements. Est-ce qu'ils ont toutes les réponses? Non, mais ils explorent avec les gens. Et nous, quel modèle devenons-nous dans le 21e siècle avec tout ce qui bouge? Qu'est-ce qu'on incarne? Est-ce qu'on incarne des gens qui vont se braquer devant le changement ou des gens qui vont adopter des attitudes de collecter l'information, de savoir comment apprendre à apprendre, désapprendre, réapprendre, savoir que ça fait partie du paysage maintenant? Est-ce qu'on est des gens qui se responsabilisons dans quelque chose de plus large que notre réalité du quotidien? Et là, je vous dis, apprendre, c'est quoi donc? Apprendre, c'est imiter. Imiter quoi maintenant? Imiter, zapper plein d'informations, imiter, défiler notre fil Facebook, puis tout regarder, cliquer j'aime sans avoir lu l'article parce qu'on connaît cette personne-là, on va lui faire confiance, on aime le titre, on clique j'aime, on passe à autre chose. Si c'est ça qu'on veut que nos enfants imitent, c'est ça qu'ils vont imiter parce que c'est ça qu'on va leur offrir aussi comme paysage. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme modèle à imiter par rapport à cette nouvelle réalité-là? Apprendre, c'est réfléchir. Réfléchir à quoi maintenant? Apprendre, c'est s'adapter. S'adapter à quoi? Un problème? La vitesse? Apprendre, c'est une nécessité? Apprendre, c'est un plaisir? Ou c'est quelque chose de souffrant? Moi, je vous souhaite d'avoir du plaisir à apprendre dans cette vitesse folle-là, mais de mettre votre attention sur ce que vous savez qui va faire en sorte que votre chemin va être bien frayé puis que vous allez avoir du fun à vous promener en talons hauts dans ce chemin-là. Alors, si vous aviez à nommer maintenant le plus récent apprentissage que vous avez fait, est-ce que vous diriez que c'est un apprentissage en profondeur? S'il n'est pas en profondeur, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il devienne plus profond? Je vous laisse là-dessus.